Bonsoir et bienvenue au camping de Vidy pour cette première émission d'été d'À Bon Entendeur. Et cet été ne sera assurément pas comme les autres. Le confinement semble déjà bien loin, l'esprit de vacances lui est tout proche, si ce n'est déjà là. Et pour une majorité de Suisses, les vacances cet été, c'est au pays, en montagne, en plaine, au bord d'un lac ou au camping. C'est donc tout naturellement ici à Vidy que toute l'équipe d'ABE a décidé de poser ses valises et sa caravane jusqu'à la fin du mois d'août. Au programme de nos 7 émissions estivales, un plongeon rafraîchissant dans les trésors de nos archives. L'année prochaine, À Bon Entendeur fêtera ses 45 ans d'existence. Depuis sa création en 1976 par Catherine Valli, ce sont plus de 1500 émissions qui ont été réalisées sous la conduite très avant-gardiste de femmes uniquement. L'occasion pour nous de remonter le temps grâce à des thématiques qui ont marqué l'émission pendant près de 40 ans. Pénurie de logement, amour et désamour de la voiture, la pêche et ses travers, ou encore les dérives du marketing et de la publicité, vous verrez grâce aussi à nos invités que ces thématiques sont encore et toujours bien d'actualité. Les campings sont pris d'assaut cet été après l'invitation des autorités à rester en Suisse pour passer ses vacances. Du coup, avec toute l'équipe d'ABE, on a décidé de s'installer chez vous, ici. Bonsoir, monsieur Claude Michel. Bonsoir, bienvenue chez nous. Ça fait 33 ans que vous êtes aux commandes de ce camping. C'est le stress avant le grand débarquement? Oui, alors effectivement, on a une montée de réservation impressionnante pour ce début de saison. On est très contents. On espère que ça va continuer encore plus tard. Alors votre camping, c'est un camping qui est ouvert à l'année. Les gens y habitent hiver comme été. Pendant la période du coronavirus, votre espace s'est transformé en lieu, en terre d'accueil pour le personnel soignant. Oui, alors on a eu la chance de pouvoir rester ouvert, déjà la première chose, tout en étant conforme aux directives fédérales, parce qu'on est un camping résidentiel avec des gens à la saison. Donc on a pu rester ouvert dans un premier temps et ensuite on a accueilli pas mal de clients qui travaillaient dans le monde hospitalier, qui cherchaient des logements un peu provisoirement pendant ce Covid. Alors ils étaient tout contents de nous trouver et je crois que ça a rendu service à bien des gens. Qu'est-ce qui change fondamentalement pour vous après cette crise du coronavirus ? Eh bien, écoutez, une clientèle suisse peut-être un petit peu plus importante que d'habitude. On est toujours un camping de passage, donc les gens avaient l'habitude de descendre au sud et puis de s'arrêter une nuit ou 2 nuits chez nous, soit à l'aller, soit au retour. Et maintenant, eh bien, avec un peu de chance, ils vont découvrir notre belle région et peut-être s'arrêter un peu plus longtemps. Merci beaucoup, Claude Michel. On risque de se recroiser alors ces prochaines semaines. Alors, avec plaisir. Merci. Si pour les gens ici, leur maison c'est une caravane, pour près de 2 tiers des Suisses, le logement c'est un appartement ou une maison en location. Depuis sa création, À Bon Entendeur s'est toujours intéressé au sort des locataires. Pénurie de logement, loyer abusif ou encore pratique du congé-vente. En 45 ans, les thèmes n'ont jamais manqué. On saute tout de suite dans la machine à remonter le temps, grâce à Claudio Personelli. Se plonger dans les sujets qu'À Bon Entendeur a consacrés au logement, c'est d'abord tenir la chronique de l'endémique surchauffe immobilière de ce coin de pays. Émission après émission, des propriétaires et des locataires s'affrontent sans cesse sur fond de pénurie du logement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition d'À Bon Entendeur. Thème de notre émission de ce soir, la vente d'appartements loués. En 1984, le problème c'était les congés-ventes. Soit le locataire achetait son appartement, soit il devait partir. Mais certains résistaient vaillamment. Eugène Berthoud, 80 ans, évoque ce qui l'attache à ce lieu. Il y a un tas de souvenirs, puisque j'y ai vécu. Avec ma mère, avec mon épouse, j'étais heureux. Et je n'ai plus personne maintenant. Ça me touche. Et puis, je me plais ici. Donc vous tenez à rester ici? Je tiens à rester ici, je le désire, oui, je suis très attaché. Pour 2 pièces, vous payez combien? 380. Seulement, il n'y a jamais eu de travaux, vous voyez. La tapisserie est de 1935. Oui, le plafond aussi. Il n'a jamais été refait. Et puis un beau jour, ça a été à vendre. On vous l'a proposé à la vente, votre appartement? Ah oui, on me l'a offert. On avait 3 jours pour se décider. Mais je ne les ai pas, les 268 000 francs. Et puis alors, après, il a vendu sans rien nous dire, tout d'un coup. Il a vendu des appartements comme le mien qui n'a pas été vu par l'acheteur. Et finalement, ils vont bien réussir à vous mettre dehors, non? J'espère que non. Je n'en sais rien. J'espère que non.
je vais lutter. Si vous deviez quitter demain, qu'est-ce que ça représenterait pour vous? Ah, ça, c'est ma mort, ça. C'est ma mort. Alors, la première chose, est-ce que vous aviez un commentaire à faire, Monsieur Truand, sur ce qui vient d'être dit? Ah, beaucoup. Aujourd'hui, comme propriétaire, le versement qu'il me fait mensuellement ne couvre même pas les intérêts hypothécaires et a fortiori, bien sûr, les charges. Je subventionne donc Monsieur Berthoud et ça n'est pas tout à fait le rôle d'un propriétaire particulier. On a l'impression que vous êtes prodigieusement agacé par l'obstination des locataires à s'unir pour se défendre. Vous vous sentez, en somme, une victime de M. Berthoud. Victime est un bien gros mot. À vous entendre. Mais enfin, tout de même, un locataire payant un loyer pour un appartement donné où il est investi des sommes importantes pour faire des travaux autorisés par l'État, et le même locataire, nous l'avons entendu dans le petit sketch de tout à l'heure, qui veut rester dans les lieux, mais en continuant à payer l'ancien loyer, je ne sais pas comment vous arrivez à tourner avec de telles conditions. Mais le cas de l'autre locataire, mademoiselle Schopfer, qui est une personne âgée, elle a accepté très volontiers de changer d'appartement dans le même immeuble. Nous lui avons fait son déménagement et elle paye un loyer tout à fait raisonnable pour le quartier. Et nous l'avons garanti qu'elle pourrait rester jusqu'à sa mort dans cet appartement. Monsieur, si vous permettez, j'ai rendu visite à cette dame dont vous avez donné le nom à l'instant. Elle avait un appartement plus grand qu'elle payait moins cher. Elle a maintenant un appartement si petit qu'en ayant amené ses meubles dans la chambre, elle ne peut plus fermer, à cause du lit, la porte de la chambre. Est-ce exact? Dans les années 80, à bon entendeur se faisait déjà le témoin du fossé qu'il peut parfois y avoir entre propriétaires et locataires. D'ailleurs, la pratique du congé-vente, pourtant interdite par le droit fédéral, n'a pas cessé après 1984. Aujourd'hui, elle est toujours en vigueur, mais mieux régulée par les différentes lois cantonales. Après le congé-vente, ce sont d'autres méthodes peu scrupuleuses qui sont dénoncées par les locataires dans une période de pénurie de logements. On n'est jamais déçu par le monde du logement. Après les congés-ventes, il y a plus surprenant. Il y a combien d'appartements dans cet immeuble? 21 appartements. 21. Oui. Et puis en fait, vous êtes combien à avoir reçu le congé? 15 personnes qui ont reçu leur congé. Quel est le motif de la régie pour vous? C'est la suite à la hausse du taux hypothécaire qui nous ont licencié des appartements. Alors, au vu de ces exemples, on pourrait dire que la chasse au loyer bas est ouverte et qu'on tire sur le gibier avec la résiliation du bail. Il y a aussi les fameuses augmentations de loyer pour les nouveaux locataires. Est-ce que votre loyer a été augmenté par rapport à celui que payait l'ancien locataire? Oui, il a été doublé. Les anciens locataires payaient 740 francs de loyer et nous payons 1510 francs par mois. Donc plus de 100%. Plus de 100%. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été entrepris quand vous êtes entré dans cette... Rien du tout. En fait, cette pratique qui consiste à profiter du changement de locataire pour augmenter le loyer d'un appartement sans y apporter la moindre amélioration est devenue systématique. Et puis, il y a les interminables travaux de rénovation dans les appartements. Alors voilà, ici c'était la salle de bain, il n'y a plus de baignoire. J'avais les WC ici. Pour faire la toilette, ma machine à laver. Et il y a une semaine, il y avait encore un grand trou qui donnait chez le voisin où je pouvais passer. Je l'entendais, je pouvais passer dans sa cuisine. Ici, il y a malheureusement, depuis plusieurs jours, il n'y a plus d'eau. Dès que l'envie d'aller aux toilettes me prend, même la nuit, je dois monter à l'étage. Cette situation, Madame Botelli l'a vécue pendant 18 jours et 18 nuits dans un immeuble dont elle est locataire au centre de Genève. Généralement, l'ascenseur était lui aussi hors d'usage. Et une nuit, où l'électricité avait été coupée dans le local du dessus, où se trouvaient les toilettes provisoires communes, Madame Botelli a failli être brûlée vive par la bougie qui lui servait à s'éclairer. Tous ces désagréments sont supportés par des locataires qui n'ont pas trop le choix, vu la sempiternelle rareté du logement. Vous
Vous avez sans doute été nombreux à demander une diminution de loyer suite à la baisse des taux hypothécaires. Vers 1993, après l'effondrement du marché immobilier, les taux hypothécaires commencent à baisser, mais pas forcément les loyers. Malgré les recommandations d'ABE, peu nombreux sont les locataires qui osent demander une baisse, et pour cause. Vu la baisse des taux hypothécaires, j'ai envoyé une lettre à la gérance pour justement demander cette baisse. Et, à ma grande surprise, le lendemain, je recevais ma lettre de congé de mon appartement. C'est sympa, hein? Vous demandez une baisse de loyer et hop, on vous vire. Bien vite, la pénurie de logements repart et dans les années 2000, on retrouve à peu près les mêmes problèmes que dans les années 80, comme les travaux intempestifs par exemple. Vous avez une question? Posez-la à l'architecte. La position de faiblesse des locataires est encore accentuée par la pénurie. J'ai cherché énormément, d'ailleurs je cherche encore. Et puis les congés, cette fois, c'est beaucoup plus clair. On vire le locataire parce que l'on pourrait louer plus cher. J'ai pensé que c'était vraiment une procédure pour augmenter le loyer. En 2010, à Genève, il n'y avait que 1,3 logements vacants sur 1000. 3,9 sur 1000 dans la région lémanique et 10,5 logements sur 1000 dans la Suisse entière, selon le cabinet Wüst et Partenaires. Concrètement, pour Genève, cela voulait dire 135 logements vacants en 2010. Résultat, sur le front du logement, une tension de plus en plus forte entre des locataires prêts à tout pour trouver ou conserver un appartement et des régies et propriétaires qui tiennent souvent le couteau par le manche. Quand vous allez chercher un appartement, quand vous déposez des dossiers, vous avez toujours des réponses négatives. Quand j'ai des réponses, j'en ai pas forcément. C'est ça le problème aussi. Écoutez ce témoignage d'une ancienne employée d'une grande régie genevoise qui a aujourd'hui quitté la Suisse. Comment est-ce qu'on triait les dossiers dans une régie comme ça? Comment est-ce qu'on choisissait les gens? Tous les gens qui avaient fait des études élevées, qui avaient un niveau universitaire élevé, déjà, ils les prenaient pas de peur qu'ils se rebiffent avec des avocats après contre les régies. Ils préféraient favoriser en fait toutes les personnes plutôt ouvrières ou voilà. Toujours et encore cette fichue pénurie. On va finir par croire que c'est fait exprès. On veut rester une région avec des villes très provinciales quelque part. On veut avoir un arrière-pays. On veut pouvoir en très peu de temps aller dans une forêt, dans une campagne. Et en même temps, on a des prétentions, effectivement, d'être des métropoles internationales. Donc là, il y a une espèce de contradiction qui va être difficile à résoudre. Bonsoir Christian D'Andrès, vous êtes conseiller national socialiste, ça fait 10 ans que vous défendez les locataires en qualité d'avocat à la SLOCA. Bonsoir Michel Maillard, bonsoir. Vous êtes directeur pour Nef Immobilier Lausanne, vous êtes aussi chargé de cours à HEC Lausanne sur les métiers de l'immobilier. Alors on vient de voir un premier état des lieux des problèmes qu'ont pu rencontrer les locataires à l'époque. Monsieur D'Andrès, est-ce que vous vous dites rien n'a changé ou au contraire est-ce que vous dites aujourd'hui les locataires sont mieux protégés? Non, les locataires sont mieux protégés parce qu'à la suite de ces problèmes, ils se sont organisés, une initiative a été déposée, le Parlement fédéral a voté une loi comme contre-projet et aujourd'hui la protection juridiquement est meilleure. Le problème, c'est que cette loi a été détricotée par la jurisprudence du tribunal fédéral et peu de locataires agissent en justice parce que pour faire valoir leurs droits, il faut saisir le tribunal, ce qui évidemment est quelque chose d'assez complexe. Monsieur Maillard, alors on l'a vu effectivement, c'est presque une double peine de s'appeler Monsieur Truand et être propriétaire, mais au-delà du cliché qu'on a vu dans les archives, est-ce que l'image et le comportement du propriétaire a changé, a évolué ? Le comportement du propriétaire et du locataire a évolué. La loi est effectivement assez compliquée à mettre en œuvre et les gens ont compris qu'il fallait aujourd'hui davantage dialoguer pour trouver des solutions et c'est effectivement ce qui se passe. On n'entend plus tellement parler de ce congé-vente abusif dans les années 80. Est-ce qu'aujourd'hui les propriétaires ont corrigé le tir ? C'est une chose qui n'est quasiment plus courante aujourd'hui. Les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel l'interdisent dans leur loi cantonale. Dans les autres cantons, ce sont des choses qu'on observe encore ponctuellement, mais dans des contextes très spécifiques, donc ce n'est pas un problème en tant que tel. Mais M. D'Andrès, est-ce qu'il n'y a pas quand même toujours cette fameuse crainte de représailles de la part du propriétaire? Oui, mais le législateur y a pensé. Donc il y a un mécanisme de protection à la fois pénal, c'est une infraction pénale que de mettre une pression sur le locataire. Et puis aussi le locataire qui agit en justice et fait valoir ses droits est protégé pendant une période de 3 ans de manière quasi absolue, légalement, un peu moins fortement après, pour éviter les congés de représailles évidemment. Et si on prend un cas très concret, par exemple la baisse du taux hypothécaire, c'est vrai que finalement peu de locataires font la demande.
Alors les locataires font la demande auprès du régisseur en utilisant les formulaires type de l'ASLOCA ou de l'Association de défense des consommateurs. Mais ensuite, lorsque le propriétaire refuse, il faut aller en justice et c'est là qu'il y a le blocage. C'est parfois compliqué, effectivement. Et vous me disiez, M. Maillard, que depuis la crise du Covid, il y a plus de demandes de la part des locataires pour une baisse du taux hypothécaire? Disons que jusqu'à l'année dernière, on avait des spots dans l'année avec des demandes suite à des annonces de presse, par exemple. Depuis le Covid, les gens ont pris le temps de regarder un peu leurs baux à loyer et je dirais que c'est un petit ruisseau tranquille qui nous amène tous les jours quelques demandes de baisse, surtout de la part des locataires qui sont entrés au cours des 3 dernières années, ceux-là même qui payent les loyers peut-être les plus élevés aujourd'hui. Qu'est-ce qui a le plus changé en 10 ans pour le locataire et pour le propriétaire? Je pense que c'est la croissance démographique qui met une pression très forte sur le parc immobilier existant. La région genevoise, par exemple, comme tout le bassin lémanique, plusieurs milliers de personnes, voire dizaines de milliers de personnes se sont installées avec un fort pouvoir d'achat, ce qui évidemment a mis en concurrence avec des locataires avec moins de revenus. Et c'est ça qui effectivement crée aujourd'hui des tensions très vives. Et pour le propriétaire, M. Maillard? De mon point de vue, ce qui a réellement changé, c'est vraiment cette capacité de discuter, de dialoguer. C'est beaucoup moins conflictuel que précédemment. Aujourd'hui, on cherche des solutions. Les gérants sont des commerciaux avant tout et non pas des récitants du droit du bail. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure pour parler de la présence d'Airbnb en Suisse. On a parlé des congés-ventes et des loyers abusifs. Depuis 2011, les locataires sont confrontés à d'autres pratiques, souvent accompagnées de nouvelles subtilités. Et le marché de la location, ou plutôt de la sous-location, s'est lui fait depuis 2011 sérieusement bousculé par de nouveaux acteurs. En 2012, les demandes de réduction de loyer commencent timidement à trouver un écho auprès des régies, pour ceux qui osent la démarche. Philippe Coigny est un inconditionnel du parapente. Les thermiques ou les courants cisaillons n'ont plus de secret pour cet ingénieur de 29 ans. Comme les variations du taux hypothécaire. Depuis qu'il a emménagé dans cet immeuble neuf de la banlieue fribourgeoise il y a 4 ans, Philippe a obtenu des baisses de loyer de sa régie sans aucune difficulté. Bonjour. Voilà, bienvenue chez moi, dans mon petit 2 pièces et demi à Villars-sur-Glane. Alors je vous fais une petite visite, mon petit salon, ma cuisine attenante, une salle de bain, ainsi qu'une chambre à lire, ma chambre. Voilà. En lisant la presse, j'ai vu que les taux hypothécaires de référence pour l'indexation des loyers avaient baissé et que les locataires étaient en droit de demander une baisse de loyer. Je me suis dit pourquoi pas, il faut que j'essaye, j'ai rien à perdre. Et puis, à ma grande satisfaction, ça a fonctionné une première fois. Et suite à cela, il y a eu 2 baisses encore successives du taux. Et j'ai chaque fois refait une demande qui ont été acceptées. Oui. Alors, à 3 baisses successives, ça représente plus de 10% de loyer en moins à payer. Oui. C'est pas rien. C'est pas rien. Sur une année complète, si on fait le calcul, ça fait un montant considérable. Ça fait des vacances, oui. Confrontés à de plus en plus de demandes, les bailleurs mettent en œuvre de nouvelles pratiques. Pour éviter les demandes de diminution de loyer, ils sont nombreux désormais à faire signer des baux à 5 ans. Cette durée leur permet de ne pas tenir compte des variations du taux hypothécaire tout à fait légalement. C'est ce type de bail qu'Hervé Fru a signé lorsqu'il est revenu vivre en Suisse avec sa femme et ses 2 enfants, après 10 ans passés à Quito, en Équateur, dans le secteur du tourisme. Moi, je ne me suis pas rendu compte qu'il était particulier. Pour moi, c'était dans les règles. Lorsqu'on m'a dit, je me rappelle juste avoir posé la question, c'est un contrat sur 60 mois, on m'a dit oui, c'est normal, ça se fait comme ça. Avec une durée de bail à 5 ans, le bailleur a le droit d'indexer le loyer sur le renchérissement, le fameux IPC ou indice des prix à la consommation, et non plus sur le taux hypothécaire de référence. Conséquence pour le locataire, aucune baisse en cas de diminution du taux hypothécaire, mais au contraire, l'IPC augmentant en principe régulièrement, sauf cette dernière année, son loyer va faire de même. Autre effet pervers de la pénurie, l'éclosion sur Internet de fausses annonces immobilières promettant un loyer à prix cassé moyennant une commission préalable. En 2013, ABE se fait l'écho de cette arnaque. Ah oui, c'était l'appartement idéal, moderne, bien meublé, machine à laver le linge, séchoir, cagibi, bar, enfin tout. Meublé avec les linges, tout compris.
Tout compris. Pour 700 francs par mois. 700 francs. Par mail, Isabelle manifeste son intérêt. Et c'est une madame Michel Titan qui lui répond. Elle est employée à l'OMS, vient d'être mutée à Londres et recherche un locataire pour son studio meublé. Madame Jaton avait flairé l'arnaque depuis longtemps. Elle contacte à bon entendeur et d'entente avec elle, nous décidons de poursuivre un peu l'enquête. Première étape, le 23 avenue de France. L'adresse censée être celle du studio de Madame Titan. Même si les fenêtres de la façade ne correspondent pas vraiment avec celles des photos. Évidemment, aucune trace de Madame Titan ni sur les sonnettes, ni sur les boîtes aux lettres. Pour la forme, nous montons quand même au 3e étage. Je ne sais pas, quelqu'un a déjà voulu visiter l'appartement d'à côté. Ah bon? Quelqu'un est venu visiter? Oui, hier un monsieur est venu, mais je crois qu'il n'a pas pu entrer. Après, il m'a dit qu'il aurait dû se méfier de ces annonces par Internet. Ce ne sont pas des vrais. Fausse annonce, mais vraie arnaque. Sur Internet, on en trouve pas mal de ces pièges à pigeons. En 2017, ABE s'intéresse à une pratique discrète mais très courante en situation de pénurie, la sous-location. Je suis étudiante étrangère, je suis de Madrid, donc je ne suis pas là pendant l'été, je suis chez mes parents. Et il fallait que je trouve un moyen de pouvoir compenser le prix de la location avec un sous-locataire. J'ai posté une annonce et il y a quelqu'un qui m'a directement contacté et je lui ai proposé un prix et il a sous-loué pendant 2 mois d'été. Et lui, il s'est permis de sous-louer mon appartement à un prix plus élevé que ce que moi je le faisais. Et ben, je le ferai plus. Pour savoir comment sous-louer son appartement en toute légalité, nous sommes allés à l'USPI, la fêtière des régies genevoises. Un locataire qui souhaiterait sous-louer son appartement ou une partie de son appartement devra demander le consentement de son bailleur et lui transmettre le nom du sous-locataire, mais également le montant du loyer qui est prévu. En règle générale, pour un appartement qui est meublé, une majoration de 10% est admise. Cette majoration peut aller jusqu'à 20% pour les appartements meublés de luxe. Au-delà, le loyer sera considéré comme abusif. Un locataire qui sous-loue son appartement sans demander l'autorisation du bailleur s'expose à une résiliation de son bail. De plus, si il a sous-loué à un prix supérieur à ce qui est autorisé, les tribunaux pourront le condamner à devoir restituer le surplus au bailleur. Point essentiel, la sous-location a vocation à être temporaire. Le locataire doit offrir des garanties au bailleur comme quoi il compte réintégrer son appartement dans un futur proche. En règle générale, une durée de 1 an est admise. Et il est fortement conseillé d'établir un contrat avec son sous-locataire. Il faut être très clair sur la durée, être extrêmement clair quant aux coûts, qu'est-ce que ces coûts recouvrent, est-ce que ça paye Internet, l'électricité. Ensuite, il faudrait également s'assurer que la personne est couverte par une assurance responsabilité civile. Car si le sous-locataire occasionne des dégâts dans votre appartement, c'est vous qui en êtes responsable financièrement. Enfin, pour le matériel de cuisine et la vaisselle, Damien Chervat recommande de dresser un inventaire. Et quid d'Airbnb ? Depuis son apparition, les sous-locations à court terme ont explosé. Airbnb est soumis aux mêmes règles que la sous-location. En clair, le locataire répond de tous les débordements de ses éventuels sous-locataires, Airbnb ou pas. Pour vous, Monsieur Landrès, Airbnb, c'est tout simplement une confiscation du parc locatif ? Il y a des dérives avec Airbnb. La sous-location, tout d'abord, est un droit. Donc ça, on ne le conteste pas. C'est une bonne chose que le locataire puisse continuer à le faire. Ce qui est problématique, c'est quand des logements sont détournés de leur fonction première, qui est de loger les gens en période de pénurie, pour en faire que de la location sur Airbnb. Ça, c'est quelque chose de problématique, malheureusement. Monsieur Maillard, pour les régies, c'est un vrai problème ? C'est un problème à l'origine Airbnb, c'est finalement la possibilité pour un locataire ou un propriétaire d'accueillir quelqu'un dans une pièce qu'il a de disponible, mais avec une prestation d'accueil. Les gens l'ont détourné aujourd'hui en louant ou en achetant des appartements qui sont affectés à Airbnb pur et dur. Alors imaginez quelqu'un... C'est presque de l'hôtellerie en fait.
à quelque part. Imaginez aujourd'hui le club des cinquantenaires qui vient de Moldavie en mode vacances et qui débarque dans une résidence, c'est juste catastrophique. Donc ça, on ne peut pas accepter. Évidemment, ça nous pose beaucoup de problèmes. Les métropoles européennes ont serré la vis. On sait que, par exemple, Madrid a imposé un séjour minimum de 5 nuits. Berlin a imposé une licence. Qu'est-ce qu'a fait la Suisse et notamment les cantons romans? C'est les cantons effectivement qui ont fait du travail en mettant des limites temporelles. Ça veut dire à Genève par exemple, qui est le seul canton en Suisse romande où il existe une loi. On bloque, au-delà de 90 jours, on considère que c'est plus un appartement et ça devient un usage d'hôtellerie qui n'est pas acceptable. Dans le canton de Vaud, il y a une discussion actuelle politique pour essayer de mettre en place un système similaire. Le problème, c'est le contrôle. C'est qu'on a effectivement des lois, mais on n'a pas de contrôle qui est effectué par les cantons et ça, c'est vraiment problématique. Alors qu'il serait assez simple de mettre en place une surveillance informatique ou alors, à l'échelle nationale, pour que ce soit efficace, de mettre un mécanisme en disant aux plateformes, si vous dépassez un certain nombre de jours, on vous interdit de travailler en Suisse. Et de permettre à Airbnb de cohabiter avec le marché locatif, effectivement. Plus généralement, comment est-ce que vous voyez-vous le marché de la location et de la vente dans 10 ans, Monsieur Maillard? Le grand sujet qui va venir sur la table aujourd'hui, ce n'est pas un sujet lié au droit du bail, c'est un sujet essentiellement lié à la fiscalité de notre immobilier. J'entends, le peuple suisse est un peuple de propriétaires virtuels, puisqu'ils sont essentiellement propriétaires du risque. Et la question de la fiscalité immobilière, c'est réellement le sujet qu'il faut aborder. Monsieur Nandres? Je pense que la crise du Covid va ouvrir aussi une crise financière. Les ménages qui aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à payer leur loyer ainsi que leur prime d'assurance maladie risquent de se retrouver dans de grandes difficultés. Et le droit du bail, malheureusement, n'est pas assez protecteur sur des questions de défaut de paiement. Là, il y a un vrai travail à faire. Je pense que le Parlement fédéral va devoir, avec pression et éventuellement des initiatives de la STOCA, faire en sorte que le système soit un peu plus protecteur qu'aujourd'hui. Ou si vous ne payez pas votre loyer, vous pouvez vous retrouver évacué en quelques mois à peine. Qu'est-ce qui pose le plus de problèmes en 2020 aux locataires et aux propriétaires, Monsieur Nandres? Très honnêtement, c'est ça, c'est le Covid, c'est que les gens risquent de perdre leur logement et il n'y a pas aujourd'hui de possibilité de les reloger ailleurs dans des conditions qui soient acceptables. Donc il faut créer aussi de la concurrence sur ce marché avec des bailleurs dont l'objectif n'est pas d'obtenir des rendements de 10 ou 12%. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Il faut donc une activité publique. Monsieur Maillard, tous les propriétaires cherchent 10-12% de rendement? Je crois que c'est un beau cliché qui ressemble à celui de Monsieur Truand, dont la réalité elle est bien différente aujourd'hui. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse s'agissant du risque de congé. Je crois que nos locataires globalement sont bien. Il y a une offre qui s'élargit, qui s'étoffe avec des prestations qui sont différentes. Il y a un choix qui est possible et je crois que les régies, les propriétaires sont très attentifs finalement aux soins aussi de leurs locataires. Ce n'est pas l'hôtel, mais je crois qu'on est très attentif à ce genre de choses. Merci beaucoup pour vos regards et vos analyses. Merci. Merci.